Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence si nombreuse et je suis très heureux de vous accueillir dans cette belle salle pour la première séance du cycle de conférences qu'a préparé pour vous l'Académie des inscriptions et belles-lettres et dont elle espère qu'elle saura vous instruire, vous plaire et pourquoi pas vous émouvoir selon les trois fonctions du discours élégant selon Cicéron. Alors, je commence au fond sans plus attendre pour vous dire qu'un des épisodes du cycle romanesque « Les Annales du Disque-Monde » de l'auteur de science-fiction anglais Terry Pratchett, qui est aussi connu outre-Manche que Le Seigneur des Anneaux ou Le Monde de Narnia, met en scène un guerrier, le plus grand de ceux qui furent jamais, qui, arrivé au bord d'un continent, s'arrête et se met à pleurer. On lui en demande la cause. C'est, répond-il, que je n'ai plus rien à conquérir. Cette réplique fait écho avec une légère variante à un mot que Plutarque, le célèbre philosophe et biographe du 1er siècle de notre ère, prête à Alexandre le Grand, en effet, lors d'une discussion de celui-ci avec son ami le philosophe Anaxarque d'Abdère, qui lui démontre qu'il existe une pluralité de mondes, Alexandre éclate en sanglots et dire que je n'ai pas même encore fini d'en conquérir un seul. Énergie et outrance, la réplique suffit à dénoter toute l'ambiguïté du personnage. Cet écho, à 20 siècles de distance, illustre la popularité intacte de celui qui fut et reste le héros du vieux monde le plus célèbre après le Christ et encore. C'est à lui, ou plutôt à certaines des images, des représentations qui s'attachent à sa personne et à son existence, que l'Académie d'inscription et belles-lettres a choisi de consacrer le cycle de conférences auquel vous nous faites, mesdames et messieurs, l'honneur et le plaisir d'assister. Plusieurs raisons à cela, outre l'importance et l'intérêt du sujet. À un an près, j'aurais pu prétendre que nous commémorons un anniversaire, puisqu'Alexandre est mort en 323 avant Jésus-Christ. Plus sérieusement, il y a le contexte éditorial qui veut qu'au cours des dernières années, plusieurs membres et correspondants de l'Académie aient publié des ouvrages touchant à l'histoire posthume d'Alexandre. Or, nous avons le devoir, c'est une des fonctions de ces conférences, de tenir le public au courant de nos travaux. C'est ainsi qu'il nous a semblé, à mes consoeurs et confrères et à moi, que la destinée du personnage fournissait l'occasion d'illustrer dans leur diversité les talents dont l'Académie peut se prévaloir, puisque si elle intéresse au premier chef les antiquisants, les historiens, les archéologues, historiens de l'art, et les orientalistes, Alexandre, on le sait, a poussé ses conquêtes dans les profondeurs de l'Asie, jusqu'aux rives de l'Indus, celui-ci est aussi, ce qui est peut-être un petit peu moins connu, l'une des figures majeures de la littérature médiévale. Je prêche un peu pour ma paroisse, étant médiéviste, et je signalerai qu'un savant ouvrage de langue française, en 4 tomes et plus de 2500 pages, La fascination pour Alexandre le Grand dans les littératures européennes 10e, 16e siècle, paru il y a tout juste 10 ans, explore pas moins de 14 domaines linguistiques, de l'Islande à l'Espagne andalouse, des Pays-Bas à la Russie, où Alexandre est au cours de la période ainsi définie le sujet d'œuvres historiques, poétiques ou romanesques. Et une exploration du monde arabe ou persan aurait sans doute donné des résultats aussi copieux, sinon plus. Cette longue persistance du souvenir de celui qui fut plus encore qu'un personnage historique, une légende, ne s'arrête pas au seuil de l'époque moderne. Et c'est peut-être au fond la raison majeure du choix de notre thématique, c'est qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Sans doute plusieurs d'entre vous ont-ils vu le film d'Oliver Stone, Alexander, sorti sur les écrans en 2004. Ils savent donc que par-delà la reconstitution historique scrupuleuse, l'exactitude des détails concernant les vêtements, les décors, le déroulement des batailles, ce qu'en réalité le film raconte, c'est la Seconde Guerre du Golfe qui a eu lieu 1 an plus tôt. C'est donc d'un mythe encore vivant que nous nous proposons de nous emparer au fil d'une série d'incarnations qui ont varié au cours des siècles et au gré des lieux. Plus que de l'Alexandre historique, c'est donc d'Alexandre comme signe qu'il sera question ici. Signe, c'est en grec séma,
le nom aussi du tombeau d'Alexandre, dont on cherche encore la trace dans la ville qu'il a fondée, comme vous l'exposera mon confrère Jean-Yves Empereur vers la fin du cycle de conférences. Mais avant cette approche que l'on peut dire sémiotique, le rappel de quelques données positives me paraît quand même s'imposer. À titre d'introduction, aujourd'hui, et après un bref rappel des étapes essentielles de la carrière fulgurante du conquérant, je souhaiterais esquisser ce qui est à mes yeux le cadre principal de la réception de sa légende en Occident. Il s'organise autour de deux axes. Tout d'abord, la couleur du récit. Comme nous allons le voir, à côté d'une tradition historiographique respectueuse des faits, le caractère surnaturel, à coup sûr surhumain, de l'entreprise d'Alexandre donne aussi lieu, aussitôt, à des développements qui relèvent plutôt, à nos yeux, de la littérature fantastique. Second axe, l'évaluation morale du personnage. Son talent militaire, son courage, sa générosité, sa curiosité inlassable en font aux yeux de beaucoup un personnage positif. Mais d'autres évaluent beaucoup plus sévèrement son orgueil sans mesure, sa cruauté, ses débauches. J'illustrerai cette quadruple dimension, histoire versus roman, éloge versus blâme, d'exemples empruntés au seul domaine que je connaisse un peu, celui de la littérature médiévale en latin et en français. J'ose donc, dans un premier temps, un rapide rappel historique, en priant ceux d'entre vous pour qui il est parfaitement inutile de m'en excuser. Alexandre naît le 20 juillet 356 du roi de Macédoine Philippe II et de son épouse Olympias, de la lignée des rois d'Épire, ce qui le fait, au moins symboliquement, le descendant d'Achille, le héros de la guerre de Troie, qui fut lui-même roi d'Épire. En s'attaquant à un riche royaume d'Orient, Alexandre mettra donc très consciemment ses pas dans ceux du plus prestigieux des ancêtres et modèles. L'enfance du jeune prince le voit alterner exploits physiques, comme lorsqu'il dompte à 12 ans le féroce coursier Bucéphale, qui lui servira de monture jusqu'en Inde, et formation intellectuelle sous la férule du philosophe Aristote. Dès l'âge de 18 ans, Alexandre accompagne son père lorsqu'il combat victorieusement les cités grecques, Thèbes et Athènes. Et il a tout juste 20 ans lorsque Philippe est assassiné. À peine lui a-t-il succédé que le jeune roi poursuit ses guerres dans le nord des Balkans, où il mate quelques peuples barbares. Mais ce n'est qu'un galop d'essai, puisque la grande pensée du règne qu'avait déjà conçu Philippe est d'assaillir l'Empire perse, la grande puissance d'Asie. Il ne s'agit donc de rien de moins que de rejouer l'antique affrontement entre Orient et Occident, marqué dans un passé lointain par la guerre de Troie et un siècle et demi plus tôt par les guerres médiques. Au printemps de 334, Alexandre, avec son armée, franchit la mer Égée. Il ne remettra plus les pieds en Europe. La guerre contre le Shah de Perse, le roi des rois Darius III, dure 4 ans. Elle est scandée par des batailles rangées, toutes victorieuses. La phalange macédonienne, compacte, mobile et hérissée de longues lances, les saris, est une arme de guerre sans rival à l'époque. 3 batailles comme les 3 actes d'une tragédie. Celle du Granique, en mai 334, offre aux Grecs la maîtrise de l'Asie mineure. Celle d'Issos, en octobre 333, leur ouvre la voie vers le sud. Alexandre conquiert les ports de la côte syrienne, Tyr et Gaza, et pousse jusqu'à l'Égypte. L'Égypte, terre des dieux, fascine déjà par son antiquité immémoriale. La mégalomanie d'Alexandre commence à s'y faire jour, puisqu'il publie tout haut que l'oracle du dieu Amon, consulté dans une oasis au milieu du désert, a révélé son ascendance divine. C'est aussi lors de ce séjour que le roi désigne, aux Bouches du Nil, l'emplacement de la future capitale qui portera son nom, Alexandrie. Mais revenons en Perse. La bataille décisive a lieu le 1er octobre 331 à Gogamel, près d'Arbel, dans l'actuel Kurdistan iranien. J'aime bien ce tableau de Charles Lebrun qui offre un fort contraste entre Alexandre casqué surmonté d'un aigle qui va de l'avant, de la gauche vers la droite, et le roi Darius affalé dans son trône impérial et dans une situation défensive.
Donc cette bataille a lieu le 1er octobre 331 et voit la déroute complète et définitive de Darius qui s'enfuit. Les capitales perses, Babylone, où Alexandre entre en triomphateur, Suse, Persépolis, qui est rasée, tombent l'une après l'autre. Quant à Darius, réfugié dans le Caucase, il est assassiné par un traître, le satrape Bessos. Alexandre rend au monarque mort les honneurs royaux. Signe de grandeur d'âme ou souci politique de se poser en successeur, les deux à la fois sans doute. Reste à éliminer la résistance perse dirigée par Bessos, réfugié en Bactriane, à l'extrême nord-est de l'Empire, plus ou moins l'Afghanistan actuel. C'est chose faite, en 329, Bessos exécuté, Alexandre est le maître unique de la Perse. Et c'est alors que sa monarchie finit de s'absolutiser. Naguère roi-soldat, entouré de ses généraux, il devient l'autocrate devant qui il faut se prosterner, un geste proprement inouï, intolérable pour les tenants de la liberté grecque. De vieux camarades de combat, Parménion, Callisthène, Clitos, qui s'en offusquent, sont sauvagement éliminés. C'est à partir de l'automne 327 que l'entreprise devient proprement surhumaine. La Perse subjuguée, c'est peut-être de prosaïques raisons commerciales, mais plus probablement la fascination exercée par un espace mystérieux et presque magique, dont de rares voyageurs ont laissé des descriptions émerveillées, qui poussent Alexandre et son armée vers l'Inde. Là encore, son chemin est semé de victoires, même si elles sont un peu plus laborieuses. En 2 ans, sont conquis le Pendjab et la vallée de l'Indus, donc plus ou moins le Pakistan actuel, lors d'une nouvelle bataille rangée, celle du fleuve Hydaspe. Le conquérant défait le roi Poros, une sorte de Darius bis, dont il accepte magnanime la reddition. Mais les armées sont épuisées. Alexandre lui-même est gravement blessé lors d'une escarmouche. Des nouvelles un peu inquiétantes de rébellion viennent de la lointaine Grèce. Il faut rentrer. La marche vers l'ouest, et vous voyez ce périple formidable qui a été accompli en guère plus de 3 ans, la marche vers l'ouest est difficile, commence à la fin de 326. De retour en Perse, le roi connaîtra encore quelques moments glorieux. Les noces de Suse, en 324, voient quelques 10 000 officiers gréco-macédoniens s'unir à des femmes mèdes ou perses. Alexandre lui-même épouse la fille aînée de Darius. Quelques historiens candides ont vu dans ce geste éminemment politique un appel à la fraternité universelle. Enfin, retour au printemps 323 dans Babylone, dont il compte faire sa capitale. Le roi reçoit avec faste des ambassades venues de pays lointains, et notamment occidentaux, comme l'Étrurie ou encore Carthage. Songe-t-il à étendre son empire dans cette direction, vers la Méditerranée occidentale, comme le prétendent bien des historiens anciens? En tout cas, il n'aura pas le temps de mener l'entreprise à bien, car le 30 mai, au cours d'un banquet, il s'effondre après avoir bu une cruche de vin pur et pendant une douzaine de jours, donc il reste entre la vie et la mort, et il finit par s'éteindre lors de la nuit du 10 au 11 juin, âgé de 32 ans. On dispute de la cause de sa mort, sans doute due à une crise aiguë de paludisme aggravée par un état physique délabré du fait des nombreuses blessures reçues au combat et de son goût prononcé pour les boissons fortes, mais la rumeur reprend bientôt le bruit de l'empoisonnement. Quoi qu'il en soit, la brièveté de la vie d'Alexandre fournit à sa légende un aliment supplémentaire. Elle ajoute une touche finale tragique à un destin prodigieux dont s'empare aussitôt l'Écriture. Et j'en viens ici aux sources relatives à l'histoire d'Alexandre. À peine le roi mort, les historiens s'affairent à sculpter sa statue. Ces témoignages primitifs sont par malheur perdus, mais on sait par la tradition indirecte qu'il se divise en 2 branches. Et, pardon pour les connaisseurs, je simplifie sans doute outrageusement. Donc il y a sans doute d'abord ceux que j'appellerais les chroniqueurs, des compagnons d'Alexandre, qui ont en personne participé à ces campagnes et en ont rédigé le récit factuel. On peut citer entre autres le général Ptolémée, son second, futur maître de l'Égypte,
Un certain Aristobule, qui semble avoir rempli des fonctions du genre d'ingénieur militaire, en tout cas il est précis sur les détails techniques, ou encore Callisthène, le neveu d'Aristote, écrivain de talent, selon Cicéron, qui a lu son histoire d'Alexandre, mais qui va être exécuté par son maître sous prétexte de conspiration. L'autre branche, dite Vulgate parce qu'elle est à la racine de la plupart des écrits historiques ultérieurs, est la monumentale histoire d'Alexandre en 12 livres du rhéteur Clitarque, qui n'a pas participé à l'expédition. Il est un petit peu trop jeune, mais il appartient juste à la génération suivante. Et en sa qualité de protégé du roi Ptolémée, il a pu avoir accès à des sources de première main, peut-être le journal de campagne, les éphémérides, enfin, on ne sait pas trop. En tout cas, on peut imaginer qu'à la fois son métier de rhéteur et sa position de courtisan d'un monarque absolu l'amenaient à ne pas présenter sous un jour trop critique la personne et la fonction royale. On en est néanmoins réduit largement aux conjectures, car, comme je l'ai dit, remis quelques fragments de Clitarque, puis des citations d'auteurs ultérieurs, ces textes sont perdus. Il faut attendre 3 siècles, et c'est peut-être pas un hasard, la montée en puissance d'un nouvel empire, celui de Rome, pour voir reparaître des ouvrages sur le règne d'Alexandre, qui nous sont, quant à eux, accessibles. Sans tous les mentionner, car j'aurais scrupule à vous accabler de noms propres, il faut faire une place à part à l'érudit Diodore de Sicile, contemporain d'Auguste, auteur d'une bibliothèque historique en 40 livres, le premier modèle d'un genre promis à un bel avenir, celui de la chronique universelle, qui embrasse toute l'histoire du monde, en l'occurrence de la guerre de Troie jusqu'à la tout à fait contemporaine bataille de Pharsale. Un des thèmes favoris de cet historien perspicace qui a su repérer les tournants historiques majeurs que représentaient les règnes respectifs d'Alexandre et celui presque contemporain de César, et ce thème donc est celui de la succession des empires. Nous aurons à le retrouver puisqu'il imprègne aussi l'historiographie judéo-chrétienne depuis le livre biblique de Daniel. La rencontre entre Alexandre et César est aussi illustrée par le célèbre philosophe Plutarque. Les biographes de ces deux grands généraux constituent en effet le premier couple de ces fameuses vies parallèles, un texte que nous lisons encore avec délectation dans la savoureuse traduction qu'en a donnée Jacques Amyot. Comme vous le savez sans doute, son portrait d'Alexandre est tout autant que chronologique, moral, et enchaîne les anecdotes visant à peindre par petites touches les divers traits de caractère du héros. Car le genre historique de l'Antiquité, est-il utile de le rappeler, poursuit moins un but informatif qu'une visée éthique. Historia magistra vitae, l'histoire est maîtresse de vie, comme le veut une formule fort célèbre de Cicéron. Pour le dire d'un mot, il me semble que les auteurs que j'ai cités donnent de la vie et de la personne d'Alexandre une image plutôt favorable. Plutarque ne fait pas mystère des accès de violence incontrôlée de son héros, mais c'est pour signaler qu'il s'en repent tout aussitôt. Et il préfère insister, au fil du texte, dont je cite quelques mots, sur la grandeur d'âme, le sens politique, l'amour de la gloire, la curiosité pour l'inconnu, mais aussi des vertus plus privées comme la libéralité et le sens de l'amitié, qui font d'Alexandre un modèle. Un autre historien grec, c'est le dernier que je citerai, donc un peu plus récent, Arien, qui est un militaire contemporain du règne d'Adrien, auteur dans un style sec et élégant d'un récit de l'expédition d'Alexandre, l'Anabase, qui se pique à juste titre de se tenir au plus proche de la vérité des faits et dédaigne les exagérations rhétoriques de ses prédécesseurs, écrit pourtant, je cite, « Il n'y a personne parmi les Grecs ou les barbares qui ait accompli des prouesses si extraordinaires, tant par le nombre que par la grandeur », dans un contexte où il compare, par ailleurs, le conquérant macédonien à son héros favori, Achille. Ainsi, le premier, Alexandre, a ranimé, dans un passé pas si lointain, le souffle de l'épopée homérique. Sans doute d'autres représentants de la littérature grecque, comme le satiriste Lucien,
ont-ils donné d'Alexandre une image moins élogieuse. Ce n'est pas ma spécialité et mon confrère Laurent Pernaut, dont je salue la présence ici, saura à coup sûr dans quelques semaines nuancer ici même le croquis que je viens d'esquisser, souligner les ombres au tableau. Mais le Moyen-Âge occidental a ignoré la langue grecque et en ma qualité de médiéviste, je suis nettement plus à l'aise du côté des sources latines. Le principal historien romain d'Alexandre, Quinte Curce, est un personnage mal connu. Contemporain sans doute du règne de Claude au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est un styliste parfois inspiré, un narrateur souvent habile qui sait ménager le suspens et un virtuose de la description des scènes de bataille. C'est peut-être ce qui explique son succès au cours des derniers siècles du Moyen-Âge, notamment auprès de la chevalerie flamboyante du duché de Bourgogne. Dans les années 1460, le duc Charles le Téméraire le fait traduire en français. Et vous voyez cette belle miniature qui montre le traducteur, donc l'humaniste portugais Vasco de Lucena, offrant son livre au duc Charles. Comme les historiens grecs, sauf Arien qui préfère les chroniqueurs, ils s'inspirent majoritairement de Clitarque, aussi d'autres sources, mais selon une grille de lecture parfois originale, notamment à propos de l'évolution morale du personnage. Plus clairement, je crois que chez ses prédécesseurs, la victoire sur Darius marque un tournant dans la carrière du conquérant qui se voit progressivement corrompu par les mœurs babyloniennes. Il y a un avant et il y a un après. Le vaillant guerrier se transforme peu à peu en tyran soupçonneux et cruel. Au dernier livre de ces histoires, dans un éloge funèbre en forme de bilan, Quinte Curce entreprend de peser les parts respectives dans la destinée d'Alexandre de ses qualités innées, ce que le latin intitule natura, et de la fortune, fortuna. J'en lis quelques extraits, donc je traduis le texte qui s'affiche à l'écran. Une incroyable force d'âme, une endurance presque excessive à la peine, un courage qui le distingue entre les rois, une libéralité qui l'amenait souvent à octroyer plus que l'on ne demande aux dieux, la clémence envers les vaincus, en outre sa piété envers père et mère, puis sa bienveillance envers presque tous ses amis, etc., etc. Mais il y a l'autre plateau de la balance. Je cite, « S'égaler aux dieux et revendiquer les honneurs du ciel, croire aux oracles qui l'y incitaient, et s'irriter avec une violence injustifiable contre ceux qui refusaient de l'adorer. Emprunter au peuple soumis leurs mœurs qu'il avait méprisées avant la victoire, et enfin, la conclusion, c'est ce qui importe, il faut avouer que si Alexandre dut extrêmement à ses mérites, en latin virtus, la vertu, il a dû davantage encore à la fortune. Comme on le voit, au terme de la pesée, le fléau penche quand même légèrement du côté de la fortune. Or, fortune, divinité équivoque aux cadeaux incertains, n'a pas très bonne presse auprès des Romains, on y reviendra. Ceux qui, beaucoup plus nettement que Quinte Curce, n'éprouvent en tout cas aucune indulgence pour Alexandre, ce sont les stoïciens, le philosophe Sénèque et son neveu, le poète Lucain. Lucain, dans l'épopée très noire, où il raconte la guerre civile qui a opposé un siècle plus tôt César à Pompée, trace un portrait à charge de César, fossoyeur de la République, où l'on discerne en filigrane les traits de son successeur Néron. Néron, qui, soit dit en passant, va peu après contraindre Sénèque et Lucain au suicide. Au début du livre 10e et dernier de son poème, Lucain met en scène César au lendemain de l'assassinat crapuleux de son rival Pompée, pénétrant dans Alexandrie pour se recueillir sur le tombeau d'Alexandre, dont il fait une sorte de prédécesseur, en somme. Et c'est l'occasion pour le poète de cette diatribe. Là repose l'insensé rejeton de Philippe, ce brigand chanceux, Félix Praedo, qu'emporta le destin vengeur du monde, poussé à travers les peuples de l'Asie par l'entraînement de ses destins. Il se précipita en entassant les cadavres, il mêla les eaux de fleuves inconnus, l'Euphrate au sang des Perses, le Gange au sang des Indiens, fatal fléau de la terre, astre de malheur pour les mortels. C'est évidemment pas un hasard si c'est au moment où s'installe puis se consolide à Rome un régime monarchique volontiers accaparé par des tyrans, enfin notamment au 1er siècle, que l'on trouve un jugement circonspect, Quinte Curce,
voire carrément hostile, Lucain, sur Alexandre. On a là un exemple parmi beaucoup d'autres de ce que, comme je l'ai déjà suggéré, son histoire a été, au fil des siècles, instrumentalisée à des fins politiques. Et c'est magnifiquement mis en lumière par un ouvrage magistral de Pierre Briand, professeur honoraire au Collège de France et correspondant de l'Académie, dont la couverture s'affiche à l'écran, et qui dessine le panorama proprement vertigineux de ces exploitations politiques à travers les lieux et les temps, jusqu'en Extrême-Orient ou dans l'Afrique subsaharienne, jusqu'au nazisme ou à l'anticolonialisme. Mais on pourrait consacrer plusieurs années de conférences sur Alexandre, mais tenons-nous-en donc à l'Antiquité romaine. On est même allé plus loin que Lucain dans la dénonciation. Une fois l'Empire converti au christianisme, un disciple de saint Augustin, l'Espagnol Paul Oroz, compose au début du Ve siècle une chronique universelle intitulée « Histoire contre les païens », Historia contra paganos, dont le titre dénote assez l'intention. Et le plus glorieux d'entre ces païens, Alexandre, s'y voit traîner plus bas que terre. Je cite parmi beaucoup d'autres phrases du même tonneau, Alexandre, insatiable de sang humain, que ce soit celui de ses ennemis ou même de ses compagnons, avait toujours soif de sang frais, le reste est à l'avenant, il y en a des pages entières sur ce ton. Alors, Oroz, si j'en juge par le nombre des manuscrits conservés, est l'historien antique le plus lu au Moyen-Âge, enfin côté, en tout cas, occidental. Lucain est, juste après Virgile, son poète préféré. On conçoit dès lors qu'au cours des premiers siècles médiévaux, où ne se fait entendre que la voix latine de l'Église, le conquérant macédonien est joui, si je puis dire, d'une réputation plutôt sinistre. Mais les choses vont changer au tournant du millénaire. C'est qu'alors surgit sur la scène culturelle de l'Europe occidentale une toute autre tradition littéraire, celle que j'ai désignée tout à l'heure comme celle de l'Alexandre romanesque. On pourrait presque dire Alexandre est héros d'une série d'heroic fantasy, un peu comme les annales du Disque-Monde. L'origine et la constitution progressive de cette tradition ne sont guère faciles à retracer, comme celle de toutes les traditions abusivement réputées populaires. On peut concevoir que l'aventure hors norme du conquérant ait tôt enfiévré les imaginations. Toutefois, la première trace concrète que nous en ayons est un texte savant, les Res Gestae Alexandrimani, les exploits d'Alexandre le Grand, rédigé en latin par un aristocrate, un Julius Valerius, contemporain du premier empereur chrétien Constantin le Grand au début du IVe siècle, écrit dans une langue précieuse et difficile. Alors, ce texte n'aura guère de succès, peut-être à cause de la difficulté de son écriture ou peut-être aussi à cause de la mauvaise réputation d'Alexandre, alors que l'abrégé épitomé qui en est tiré au IXe siècle, lui, sera copié à des centaines d'exemplaires. Le même récit est connu dans une version arménienne du Ve siècle, et il n'y a guère de doute que les deux textes, le latin et l'arménien, traduisent un original grec plus ancien, même si, comme c'est souvent le cas, les manuscrits grecs sont plus tardifs, mais le pillage de Constantinople par les croisés en 1204 a fait des dégâts dans les bibliothèques de Constantinople. Alors, je vous passe les hypothèses invérifiables échafaudé à propos de la genèse de ce roman grec. Sans doute a-t-il aggloméré peu à peu autour de la trame centrale, donc une expédition guerrière toujours plus à l'est, les éléments d'une correspondance apocryphe, on sait qu'elle a existé, décrivant à l'intention des proches restés au pays, comme la reine-mère Olympias, les aventures exotiques vécues en Inde, mais également des récits mythico-religieux. Les Égyptiens en sont friands à propos de la fondation d'Alexandrie qui permettrait de rattacher Alexandre au lignage des pharaons. Car c'est très probablement d'Alexandrie qu'est issu notre texte, ce roman d'Alexandre, à partir de ces pièces et de ces morceaux cousus entre eux au IIe siècle ou peut-être au début du IIIe, soit l'âge d'or du roman grec et qui se plaît, vous le savez, à mettre en scène des intrigues à rebondissements et des voyages extraordinaires. Il y a alors un public pour ce genre d'histoire et le roman d'Alexandre ne départ pas la série. Il est en outre très tôt attribué à un auteur prestigieux, Callisthène, au talent littéraire certain,
un ami proche d'Alexandre, jusqu'au moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il tombera en disgrâce. C'est une attribution apocryphe, bien entendu, d'où le nom adopté aujourd'hui par les philologues de roman du pseudo-Callisthène. L'histoire de ce texte est extrêmement compliquée, je vous fais grâce des subtilités philologiques qui aideraient à le débrouiller. Vous voyez à travers cet arbre généalogique extrêmement enchevêtré qu'a eu le mérite de tracer Madame Muriel Debié, que vous entendrez ici d'ici quelques semaines, entre les diverses versions grecques, latines, orientales, etc., du roman d'Alexandre. Donc ce schéma donne une idée suffisante du nombre et du foisonnement des versions. L'une de ces versions en particulier émigre vers l'Orient, où il est adapté en syriaque, hébreu et arabe. Donc Alexandre, vous savez, est cité par le Talmud comme par le Coran, et Muriel Debié viendra vous en parler d'ici quelques semaines. À l'ouest, c'est au milieu du Xe siècle, en 952 exactement, que débarque le roman d'Alexandre. Rapporté de Constantinople à Naples, qui est alors un duché sous influence byzantine, par un certain archiprêtre Léon, il est, par ce dernier, traduit du grec en latin sous le titre Nativitas et Historia Alexandrimani. Vous allez comprendre dans un instant l'importance de la question de la nativitas. Ce texte va lui-même connaître au fil des XIe et XIIe siècles plusieurs remaniements qui circuleront sous le titre commun d'Historia des Praelis, Histoire des combats. Et très abondamment copiés, ils vont être, cette histoire des combats va être, avec l'épitomée de Julius Valerius dont j'ai parlé tout à l'heure, à la source d'un nombre absolument considérable d'adaptations en langue vulgaire, en français surtout, en allemand, mais aussi en anglais, en italien, en suédois, j'en passe. Le roman d'Alexandre est un des best-sellers du Moyen-Âge, dans toutes les langues. Alors que raconte le roman du pseudo-Callisthène ? Ainsi que l'indique le titre latin que je viens de citer, Historia des Praelis, les combats d'Alexandre en Perse et en Inde. Mais ils sont enchâssés entre deux développements originaux qui finissent, à force d'amplification, surtout dans les versions françaises, par les éclipser un peu. Le premier de ces développements concerne les circonstances de la naissance d'Alexandre. Le psychanalyste Otto Rank, un disciple de Freud, a écrit un livre célèbre intitulé « Le mythe de la naissance du héros », où il expose, en balayant très largement diverses traditions légendaires d'Orient et d'Occident, que la naissance des héros mythiques, Gilgamesh, ou Moïse sauvé des eaux, Édipe et Héraclès, Romulus ou Merlin, et pourquoi pas le Christ, est environnée de circonstances exceptionnelles. Il ne mentionne pas Alexandre, qui n'aurait pas déparé la galerie, car le roman en fait un fils, non pas de Philippe, mais du dernier pharaon égyptien, Nectanebo II, un magicien, un nécromant, un enchanteur, comme disent les textes en ancien français, et un personnage capable de se métamorphoser en aigle et en dragon. Et vous voyez cette belle miniature d'une traduction française d'une encyclopédie médiévale, où on voit que c'est sous les traits d'un dragon, sous la forme d'un dragon, qu'il parvient à séduire la reine Olympia. C'est de ces amours bizarres que naîtra Alexandre. Alors Nectanebo va initier son fils aux savoirs occultes, mais il en sera mal récompensé puisque celui-ci, adolescent, le tuera. L'autre invention du roman est beaucoup plus profuse. L'Inde, comme l'écrivait Jacques Le Goff, est au Moyen-Âge un horizon onirique, habité par des peuples à l'aspect et aux coutumes étranges, regorgeant de végétaux et d'animaux aux formes bizarres. Déjà, dans la tradition gréco-latine, ces objets inconnus du monde civilisé étaient inventoriés par une lettre apocryphe d'Alexandre à son maître Aristote sur les merveilles de l'Inde, qui connaît une formidable circulation manuscrite en Europe. Alors, au fil de son voyage vers l'extrême de l'Est, Alexandre va donc rencontrer divers peuplades bizarres, le peuple des ichthyophages, géants velus et pacifiques qui se nourrissent exclusivement de poissons, les cynocéphales à tête de chien, les sciapodes, vous en voyez un exemple ici en haut à droite, c'est un peuple de gens qui se protègent de l'ardeur du soleil en s'abritant sous leurs gigantesques pieds uniques.
mais aussi des redoutables anthropophages, les peuples de Gog et Magog, qui l'enferment derrière une muraille qu'ils ne pourront franchir qu'à la fin des temps. Il sera affronté aussi à des animaux féroces, aux terribles manticores, un fauve à triple rangée de dents, à des hippopotames qui ne sont pas du tout pacifiques, mais qui dévorent un certain nombre de soldats de l'armée, à des fourmis gigantesques qui gardent des montagnes entièrement faites d'or, à des serpents de toutes les formes. Il aura, en Orient toujours, des disputes philosophiques avec les brahmanes, nommés gymnosophistes ou sages nus, les brahmanes qui lui conduiront sur des arbres qui prononcent des oracles, l'arbre du soleil et l'arbre de la lune, et ces oracles lui annoncent sa fin prochaine. Il aura même une aventure bien propre à séduire le public courtois des XIIe, XIIIe siècles, vous entendrez des choses là-dessus dans quelques semaines, avec la reine d'Éthiopie, Candace, que la géographie du temps situe dans les parages de l'Inde. Il touchera enfin au paradis terrestre que la tradition place à l'extrême de l'Est, au soleil levant, droit sous le soleil levant. Et dès lors, selon une tradition, selon un texte autonome qui est dérivé d'une tradition talmudique, Liter ad paradisum, le voyage au paradis, qui se greffe sur plusieurs romans français et allemands, ce voyage au paradis, donc dans ces versions un peu déviantes, ce voyage et les leçons d'un savant juif parviendront à presque le convertir et à abandonner son orgueil et ses conquêtes. Je regrette d'avoir pas le temps d'évoquer la littérature allemande qui exploite assez volontiers cette dimension mystique, comme elle le fait à la même époque quand elle traduit les romans de chevalerie de Chrétien de Troyes. On y aurait entreaperçu le saint auquel le titre de mon exposé faisait très témérairement référence, mais dont je n'aurai guère le temps de parler ce soir. Toujours est-il qu'on est ici aux antipodes de l'Alexandre presque démoniaque dont Orose dessinait les traits. Alors, de cette réception contrastée, pour essayer d'en mesurer la nature et les enjeux, je voudrais maintenant prendre un exemple, ou plutôt confronter des exemples, empruntés au grand siècle de la littérature médiévale, le XIIe, à partir de deux romans français, le roman d'Alexandre ou roman de toute chevalerie de l'anglo-normand Thomas de Kent et le roman d'Alexandre de Paris ou Alexandre de Bernay d'un côté, et de l'autre côté, l'épopée latine intitulée Alexandréide. Ces trois textes sont presque contemporains puisqu'ils sont datables des années 1175-1185 et qui sont produits par ailleurs dans des milieux sociaux et culturels voisins, les cours royales ou princières du nord de la France ou de l'Angleterre. C'est-à-dire, et on y reviendra, si les deux romans français traduisent, adaptent et brodent autour du roman du pseudo-Callisthène, l'épopée en latin se veut fidèle à la tradition historique de Cancurs, et vous allez voir que ça a de l'importance. Mais je signale quand même au passage que cette opposition frontale en termes de véridicité que j'ai l'air ici d'affirmer et à quoi nos propres pratiques du récit nous ont accoutumés, cette opposition se ressent sans doute de façon moins tranchée au Moyen-Âge. Les êtres monstrueux décrits par le roman ne lui semblent pas comme à nous imaginaires. Ce sont des créatures, et le créateur, Dieu, il est capable de tout, y compris de créer des monstres. Alexandre peut avoir combattu le peuple mythique des Amazones tout aussi bien que les Perses de Darius. Il peut s'être abreuvé à la fontaine de Jouvence, un lieu également mythique, autant qu'aux oasis d'Égypte. Donc en fait, c'est l'intention qui porte les récits, qui les rend entre eux, comme vous allez le voir, contradictoires. Alors voilà donc des éditions faciles d'accès et récentes des deux romans français. Et pour le dire sans doute trop vite, les romans de langue française, en tout cas ceux du XIIe siècle, font d'Alexandre le portrait du souverain idéal.
Les grandes lignes de ce portrait sont notamment dessinées par la longue déploration qui suit la mort du roi et qu'Alexandre de Paris met dans la bouche des 12 pères du royaume. Donc chacun prend la parole à son tour pour dire sa tristesse de la mort d'Alexandre. Et donc vous avez ici quelques extraits. Donc tour à tour, ils exaltent la prouesse d'Alexandre, sa largesse et sa richesse. C'est des mérites typiquement féodaux. Il est généreux envers ses vassaux, doux avec ses sujets, cruel pour ses ennemis. On croirait lire ici le condensé d'un genre littéraire typiquement médiéval et très dynamique au XIIe et XIIIe siècle, le genre ce qu'on appelle le miroir du prince, c'est-à-dire le traité du bon gouvernement. À une différence près cependant. Pour les miroirs du prince, qui sont écrits en latin et donc par des clercs, le pouvoir laïque, le pouvoir du roi, est soumis à l'autorité morale et spirituelle de l'Église. Ici, dans nos romans français d'Alexandre, cette dimension est totalement évacuée. Sans doute, les historiens de la littérature n'ont-ils pas tort de penser que les premiers romans d'Alexandre en français ont été composés dans et pour l'entourage de la reine Aliénor d'Aquitaine et de son mari, le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, qui est bien connu pour sa lutte contre les prérogatives de l'Église, lutte qui culmine avec l'assassinat sur son ordre de l'archevêque de Canterbury Thomas Becket, le fameux meurtre dans la cathédrale dans le temps de Noël 1170. Donc en tout cas, le fait est que l'Angleterre anglo-normande, l'Angleterre angevine d'Henri II s'est beaucoup intéressé, a beaucoup lu et copié ces romans. Donc si le terme n'était pas anachronique, on parlerait volontiers ici de souveraineté laïque. Car c'est en parfait chevalier que le roi macédonien a conquis le monde. Le somptueux tableau que lui bâtit avec ces mots Alexandre de Paris en porte témoignage. C'est une pyramide gigantesque surmontée d'une statue d'or pur à l'effigie du défunt qui tient en main une grosse pomme ronde. Et la sénéfiance, comme on dit au Moyen-Âge, la sénéfiance de cette pomme, c'est, précise l'auteur soucieux de montrer sa capacité à interpréter les symboles, le règne sans partage d'Alexandre sur la totalité de la terre ronde. La pomme fut ronde qu'en est le point limi, si elle immense ronde qu'Alexandre conquit. La pomme ronde qui lui a mis, que l'artiste lui a mis au point, c'est le monde rond qu'Alexandre a conquis. En outre, il convient de noter que le roman français, à la différence de la majorité des sources historiographiques, s'abstient de mettre en scène la faillite morale du roi. Son orgueil, son goût pour la boisson, ses déportements sexuels, sa violence incontrôlée à l'encontre de ses proches, ça fait quand même 4 des 7 péchés capitaux, sont passés sous silence. Comme je l'ai dit, les historiens exposent volontiers qu'après sa victoire sur Darius, Alexandre avait hérité en quelque sorte de lui ses mœurs de tyran oriental cruel et capricieux. Eh bien, cette évolution est entièrement gommée dans le roman français, dont le héros reste de bout en bout et contre l'évidence historique, un monarque équitable et modeste. C'est aussi qu'il possède une autre qualité, c'est un roi lettré, une vertu qu'on ne requérait guère des souverains des âges antérieurs, mais que la monarchie anglo-normande des rois Henri Ier et Henri II commence à mettre à la mode. Le plus ancien des romans d'Alexandre en vulgaire, qui est composé au début du XIIe siècle en langue franco-provençale par un certain Albéric, et dont il ne nous reste que quelques pauvres fragments, 100 ou 105 vers, je crois, décrit en ces termes l'éducation d'Alexandre, un programme plutôt chargé, jugez-en plutôt. Je traduis le texte qui est dans une langue difficile. Il eut des maîtres de grande valeur, érudits dans toutes les sciences, qui lui enseignèrent l'honneur, le conseil et la bienveillance, la sagesse et l'honnêteté, l'art de la guerre et la prouesse. L'un lui apprit, encore petit, la langue grecque et le latin, à tracer sur le parchemin l'alphabet hébreu, l'arménien. Le deuxième à se protéger de l'écu, à donner de grands coups d'épée, à lancer vers le haut sa lance, au loin, et sans manquer son coup. Le troisième à savoir les lois et à comprendre les procès, à séparer le tort du droit. Le quatrième à pincer les cordes, à faire sonner clair, vielle et lyre, les accorder sur tous les tons et à entonner seul le chant. Le cinquième à mesurer la terre, la distance entre ciel et mer, et le texte lacunaire s'arrête là, mais vous voyez que le souverain idéal, pour être idéal, aura acquis une solide connaissance des langues anciennes
et des langues orientales, fait bien sûr l'école d'officier, réussit la maîtrise en droit et il sera passé par le conservatoire et par l'observatoire. Le modèle du roi philosophe, au sens non technique que la langue classique et médiévale peut donner à ce terme de philosophe, à savoir le maître de l'ensemble des savoirs, supposé donner accès à la sagesse, ce modèle, bien sûr, n'est pas neuf. Platon avait entrepris d'y conformer le tyran de Syracuse, Denis, et c'est sans doute pas ce qu'il a fait de mieux. Ce modèle rejoint une maxime médiévale passée au rang de proverbe, Rex illiteratus est quasi asinus coronatus, un roi illettré, c'est comme un âne couronné, du caractère tout à fait anachronique de l'image qui s'affiche à l'écran. Un âne couronné, c'est certainement pas le cas d'Alexandre, qui a été à bonne école, puisqu'il a eu 2 maîtres, son père biologique Nectanebo, qui lui enseigne les sciences secrètes comme la magie et l'astrologie, ce que nos auteurs considèrent quand même avec un peu de méfiance. Et puis surtout Aristote, qui, non content de lui donner les bases essentielles de la morale politique, le devoir de justice, la protection des faibles, la mansuétude envers les sujets, la rigueur envers les ennemis, exerce sa curiosité pour les sciences physiques. Porté par son élan guerrier vers les contrées lointaines, le roi s'y fait explorateur et naturaliste. Cet aspect est particulièrement marqué dans le long récit de Thomas de Kent, celui qui insiste le plus sur la dimension scientifique, entre guillemets, de l'entreprise guerrière d'Alexandre, mais un petit peu comme Bonaparte en Égypte se fera accompagner aussi de toute une troupe de savants. On y a parfois l'impression que la narration des conquêtes n'est que prétexte à déployer toute une série de connaissances dans le domaine de la botanique, de la zoologie et de l'ethnologie fantastique. Sur ces chapitres, Thomas n'hésite pas à puiser à d'autres sources, comme l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, ou encore un catalogue des merveilles du monde qui a été établi par un auteur du IIIe siècle, très lu au Moyen-Âge, un certain Solin. Aussi bien le roman de Thomas de Kent prend-il parfois des allures d'encyclopédie, ce dont la mise en page d'un beau manuscrit, on a déjà vu un exemple conservé à la Bibliothèque nationale, sans doute illustré par un spécialiste de l'illustration scientifique au XIVe siècle, peut donner une idée. Donc ici, on a toute une série d'animaux fantastiques. Je note cependant que cette dimension didactique est portée par la narration, en vue de découvrir le monde et tous les êtres qui les peuplent et sur lesquels il étend son pouvoir. Alexandre n'hésite pas à payer lui-même de sa personne, et c'est ainsi qu'il va explorer le ciel à l'aide d'un char volant attelé à des griffons et le fond des mers dans un bathyscaphe. Donc il veut connaître tous les règnes, non seulement la terre, mais les airs et les mers, et symboliquement, en somme, s'en rendre maître. Jamais Thomas de Kent ne songe à blâmer ce que la curiositas du roi, son désir d'en trop savoir, même ce qui est illicite, peut avoir d'impie. Et cependant, pour la théologie morale du Moyen-Âge, la curiositas est un vilain défaut. Pour saint Augustin, elle est le désir de connaître ce qui ne vous regarde pas. Il n'est pas bon pour l'homme de tout savoir. Alexandre le Grand, tel qu'il est mis en scène vers 1180 par le poète épique Gauthier de Châtillon, en latin, va en payer le prix. C'est parce qu'il a voulu, en repoussant toujours plus loin les bornes de sa conquête, violer les secrets de nature, qu'il va, au fait de sa gloire, être empoisonné au terme d'un dispositif assez sophistiqué que je n'ai pas le temps de détailler ce soir. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, au livre qui s'affiche à l'écran. Gauthier est sans doute le meilleur poète latin du Moyen-Âge. Pour autant, la modestie ne l'étouffe pas, puisque le titre d'Alexandréide qu'il donne à son poème, qui est la première épopée, soit dit en passant, consacrée en Occident à Alexandre, souligne son souci de rivaliser avec le grand modèle du genre, l'Énéide de Virgile. Mais en réalité, plutôt que ce modèle avoué, son vrai modèle, dont l'influence est souterraine mais plus authentique, c'est Lucain. Lucain, l'anti-Virgile, dont nous avons vu en quelle estime il tenait Alexandre. Certes, à première vue, le héros de l'épopée latine revêt les mêmes qualités que celui du roman français. C'est un guerrier indomptable, capable d'actes d'une folle bravoure. Il est généreux envers ses troupes, auxquelles il abandonne sa part de butin, et magnanime envers les vaincus. Il traite la femme de Darius, capturée après la victoire d'Issos,
avec la timidité d'un amant courtois et fera édifier pour le grand roi victime de la traîtrise des siens un tombeau magnifique. Aussi, certains lecteurs ont-ils voulu voir dans l'Alexandréide encore une autre forme de miroir du prince. Commandité par l'archevêque de Reims Guillaume aux blanches mains, oncle du jeune roi Philippe Auguste et de facto régent du royaume pendant la minorité de celui-ci, le poète montrerait au prince encore adolescent un exemple à suivre. Dans ce qui constitue l'acmé de l'œuvre, le sommet de l'œuvre en son centre exact, les derniers vers du livre 5 d'un poème qui en compte 10, l'auteur, après avoir relaté la victoire décisive d'Alexandre sur Darius et son entrée triomphale dans Babylone conquise, prend pour la première fois la parole en son nom propre. Je traduis. Si, ému par les pieux gémissements et les prières implorantes de ses enfants, la clémence divine accordait aux Francs, c'est-à-dire à nos Français d'aujourd'hui, un tel roi, la vraie foi sans délai rayonnerait sur l'univers entier, la nation des Parses, c'est-à-dire l'Orient musulman, écrasée par nos armes, réclamerait avec élan de renaître par le baptême. L'orgueilleuse Carthage, l'Afrique du Nord également musulmane, longtemps anéantie, ses murailles rasées, ressusciterait au nom du Christ, et les étendards de la croix exigeraient de l'Espagne la pénitence qu'il a mérité d'accomplir au temps de Charlemagne. Donc on vengerait Roland, si vous voulez. Toutes les races et toutes les langues entonneraient un chant à Jésus et se dirigeraient enthousiastes vers la source sainte sous la conduite du saint évêque de Reims. C'est un appel à la croisade, à une date où la Jérusalem franque est sous la menace imminente des armées de Saladin. On aura noté toutefois que Gautier confie la direction des opérations au saint évêque de Reims, dont le roi guerrier ne serait en somme que le bras séculier. C'est toute la différence entre l'Alexandre du Clerc qui est écrit en latin et celui du Chevalier qui est écrit en français. Donc entre l'Alexandrie de Gautier de Châtillon et le roman d'Alexandre de Paris, qui sont vraiment composés aux mêmes dates et dont je pense qu'ils cherchent à se répondre l'un à l'autre, il y a une autre opposition qui est celle des sources. D'un côté, je l'ai dit, les sources romanesques, de l'autre, les sources historiques. Et il me semble que si Gautier de Châtillon a choisi de paraphraser, de transposer de façon assez habile d'ailleurs Cancurs, qui à son époque est un texte encore assez peu répandu, il a pu en trouver un exemplaire dans la bibliothèque du comte de Champagne, qui est le frère de son protecteur, eh bien ce choix n'est pas indifférent parce que le choix de Cancurs l'autorise à revendiquer contre son concurrent, d'une part son droit à la vérité contre les fantasmagories de la fiction, donc j'écris vrai, donc j'écris mieux, et donc d'arguer en somme de sa supériorité, mais c'est aussi et peut-être surtout pour mettre en évidence certains aspects assez sinistres de la personnalité du héros. Celui-ci est capable, on l'a vu, d'actes de bravoure et de générosité, mais ses qualités, poussées à l'extrême, peuvent se retourner en leur contraire, comme on le dit déjà chez Cancurs. Lorsque, nous dit Gautier, l'armée macédonienne finit par prendre la ville de Tyr au terme d'un très long siège, Alexandre, fâché qu'elle ait osé lui résister, fait tuer tous les survivants, femmes, enfants et vieillards compris. Et lorsqu'il accuse sur la foi de témoignages douteux son vieux compagnon d'armes Philotas d'avoir comploté contre lui, il le fait exécuter au terme d'un procès inique, digne de ceux de Moscou, dont le récit est proprement glaçant. Et cela, pourquoi faire? Le poète met en scène dans son avant-dernier livre un dialogue entre le roi et l'ambassadeur des Scythes, un peuple rustique et frugal, un passage qui démarque, soit dit en passant, un autre texte très répandu dans la tradition littéraire, à savoir une discussion, une dispute fictive entre Alexandre et le roi des Brahmanes. Alors que ce dernier, donc le Scythe ou le roi des Brahmanes, vante les vertus de la modération et les bienfaits de la paix, souligne la nécessité de se suffire de ce qu'on a, la vanité de l'esprit de conquête, le besoin de ne prendre les armes que si on est attaqué, le Macédonien n'a en tête que le « toujours plus pour ma gloire » et le malheureux peuple scythe sera, comme les autres, anéanti, sans par ailleurs que ça représente pour la conquête le moindre bénéfice stratégique ou économique. Alors, Alexandre n'a pas su entendre le vieux sage et chaque fois qu'au fil du texte, il est mis en présence d'un homme de savoir, ce qui se produit de façon récurrente, il a l'oreille fermée à ses avertissements, mais fonce, tête baissée,
et l'épée à la main, vers de nouvelles guerres, droit devant soi. C'est le combattant d'une vaillance sans égale, mais tout le contraire d'un lettré, un âne couronné en somme. Parmi d'autres, je n'en prends pour finir qu'un exemple. Darius vient d'être assassiné et son ancien adversaire tient à cœur de lui rendre les honneurs funéraires. Gautier alors de décrire le grandiose tombeau qui lui est érigé, un monument imaginaire bien sûr, mais les descriptions ont dans l'épopée valeur symbolique, depuis Homère et le bouclier d'Achille. L'architecture du monument est complexe, à vrai dire difficile à représenter, mais ce qui est remarquable, c'est que son maître d'œuvre est l'artiste préféré d'Alexandre, un juif nommé Apelle. Celui-ci va semer le tombeau de signes destinés à faire comprendre à Alexandre quelle est sa place dans l'histoire, au service non pas de sa propre personne, mais de desseins plus profonds. Et on comprend pourquoi Gautier a fait d'Apelle un juif. Le livre biblique de Daniel, les prophéties de Daniel, dont l'intrigue se déroule en Perse, est saturé de prophéties sur la succession des empires, et donc de leur durée éphémère. Les Perses ont supplanté les Assyriens, avant d'être écrasés par les Grecs, ceux d'Alexandre, dont le tour finira bien par venir. C'est ce qu'Apelle suggère à Alexandre au moyen d'inscriptions qu'il ne sait pas lire et aussi d'une subtile métaphore géographique. Le plus bel ornement du tombeau est une map-monde circulaire, conforme au schéma cosmographique de l'époque, soit la représentation des trois continents, l'Asie donc au sommet parce que c'est la partie du monde la plus noble, puisqu'elle abrite le paradis terrestre, occupant donc la moitié supérieure, l'Europe le quart nord-ouest et l'Afrique le quart sud-ouest, entourée par le fleuve océan qui fait le tour du monde. Les principales, selon notre texte, les principales régions et leurs richesses propres sont mises en évidence par l'artiste, et on sait que la représentation du monde, connotant maîtrise de l'espace, est un indice de souveraineté et constitue souvent à ce titre un élément de la décoration des demeures princières, déjà dans l'Antiquité, une demeure princière réelle ou imaginaire. Donc il est déjà surprenant qu'elle soit associée ici au souvenir d'un roi vaincu, assassiné dans des conditions ignominieuses. Mais c'est qu'elle se superpose insidieusement à une autre image qui n'est pas représentée, mais à laquelle elle fait penser, celle de la roue de fortune. Le rapprochement est d'ici d'autant plus convaincant que la coupole décorée par Apelle est curieusement désignée par Gautier comme volubilis, comme soumise à un mouvement circulaire, rotatoire, selon l'adjectif qui est, pour ainsi dire, l'épithète de nature, de l'inconstance déesse fortune, qui distribue ses bienfaits de façon aléatoire ou qui les ôte de façon tout aussi arbitraire. Or, Fortune est la divinité tutélaire d'Alexandre. On l'a vu déjà tout à l'heure chez Quinte-Curse. C'est elle, personnifiée, dont le nom propre revient le plus souvent dans le texte après celui du héros, qui, comme plus tard Napoléon, suit sa bonne étoile, mettant son destin propre au-dessus de valeurs transcendantes, comme ont fait jadis les sinistres protagonistes de l'épopée de Lucain, qui montre que le destin du monde est vraiment soumis au bon ou au mauvais vouloir de la déesse ironique et cruelle qu'est Fortune. La représentation médiévale de la roue de fortune est assez souvent encadrée, comme dans le manuscrit des Carmina Burana, dont vous voyez ici le premier folio, de 4 figures royales accompagnées de la légende Regnabo, donc la partie montante, je régnerai, Regno, je règne au sommet, Regnavi, j'ai régné à droite, et finalement Sum sine regno, je suis dépourvu de règne tout en bas, donc en fonction de la place ascendante ou descendante, sommitale ou humiliée, sur la roue de la destinée. Je suis convaincu que la mise en coïncidence des deux figures géographiques et historico-morales, que l'on constate par ailleurs dans le décor de certains palais au XIIIe siècle, s'impose ici presque naturellement. Elle résume en effet de façon complète la carrière d'Alexandre. Au nord, c'est-à-dire là où la roue de fortune installe son jeune roi en devenir, les enfances macédoniennes, la Macédoine est située au nord par la géographie de l'époque. À l'est, l'entrée dans Babylone qui voit l'apogée de la carrière du conquérant. Au sud, l'épisode indien marqué par la grave blessure du roi et le désaveu de l'armée.
Enfin, le roi défunt, en ouest, n'évoque-t-il pas les projets de conquête de Rome qu'Alexandre agite sur son lit de mort? S'il eût vécu, écrit Lucain, il serait parvenu jusqu'au couchant en suivant le versant du monde. Au conquérant finalement voué au néant, mais qui ne s'en avise même pas, c'est bien un memento mori qu'adresse la tombe de Darius. Et elle le fait même doublement, puisque la sienne de tombe à Alexandre, selon Gauthier de Châtillon, se réduira, je cite, à une demeure de 5 pieds en un trou de la terre. Un modeste lopin suffira à accueillir les pauvres restes de celui à qui l'univers entier n'avait pas suffi. Je conclus. Ne serions-nous pas revenus au point dont nous étions partis, aux larmes du héros de Terry Pratchett? J'avais employé, à propos de l'image contrastée que nous renvoie l'anecdote, les mots d'énergie et d'outrance. Nos deux témoins médiévaux nous donnent à voir l'une et l'autre. D'un côté, la grandeur du roi, de l'autre, l'hybris du conquérant. Est-ce que l'un des deux, ou les deux, est le vrai Alexandre? En fait, on peut voir dans notre héros double deux aspects du pouvoir construits en fonction des tensions politiques du temps où il s'inscrit. D'un côté, l'affirmation de la monarchie capétienne, qui entend transcender les querelles féodales au nom de la justice envers tous les sujets, et on est là du côté d'Alexandre de Paris. De l'autre, celle de la théocratie romaine, qui prétend subordonner le pouvoir temporel au pouvoir spirituel, qu'on appelle la réforme grégorienne, et voilà pour Gauthier de Châtillon. Mais on pourrait bien sûr trouver des résonances beaucoup plus contemporaines dans l'opposition entre le souverain qui met ses talents au service de la prospérité de son peuple et le tyran qui ne reconnaît pour loi que son propre désir. Oui, Alexandre est toujours d'actualité et on pourrait en rester là. Mais, et je termine tout à fait par là, ce serait faire bon marché du talent d'abord littéraire que manifestent les deux œuvres. Comme on l'a vu, ce sont des textes qui s'écrivent sur d'autres textes en palimpseste, mais qui les manipulent avec une habileté supérieure pour servir des fins esthétiques, plaire à leur public, et idéologiques, le convaincre. Les romans d'Alexandre ne sont pas un rewriting du pseudo-Callisthène, non plus que l'Alexandriide ne l'est des histoires de Cancurs, comme il pourrait sembler à un lecteur pressé. Non, il doit prendre son temps, ce lecteur, de qui est requise une collaboration interprétative. Alexandre de Paris, qui s'adresse à un public plus simple, lui mâche le travail. Pour n'en prendre qu'un exemple, lorsque le roi explore le fond des mers dans son tonneau de verre, ce qui le frappe, c'est de voir les gros poissons dévorer les petits. De retour sur Terre, il dit à ses amis que cela lui a fait penser au comportement des prévôts et des officiers qui maltraitent les pauvres gens. Il n'ajoute rien, mais on aura compris, bien sûr, qu'il faut substituer le règne de la justice à la loi de la jungle. Gauthier de Châtillon, qui vise des lecteurs plus aguerris, celui des clercs ou aristocrates capables de lire un latin plutôt soutenu et plus retors. Au fil des signaux qu'il adresse au lecteur, il programme 2 lectures possibles de son œuvre, comme on sait le faire au Moyen-Âge, le Moyen-Âge qui apprend à lire la Bible en sachant que tous les écrits ont un sens littéral et un sens figuré. Au premier degré, les nobles s'enthousiasmeront des hauts faits d'armes d'Alexandre et souhaiteront de partir sur ses traces en croisade. Au second degré, les clercs sauront lire entre les lignes que la plus haute gloire est vaine si elle reste subordonnée à des visées mondaines. C'est peut-être un mérite imprévu d'Alexandre le Grand que de nous donner des leçons de lecture. Je vous remercie de votre attention. Et bien entendu, dans les quelques minutes qui restent, je suis prêt à répondre à d'éventuelles questions, demandes d'éclaircissement. J'ai oublié ma dernière image. Donc, voilà. Vous avez été mon Alexandre et j'ai été votre Aristote. J'ose l'espérer en tout cas.
Bon, écoutez, merci infiniment encore. Et donc, si je puis me permettre, vous avez rendez-vous ici même le 14 octobre avec mon confrère Henri-Paul Francfort, qui vous parlera d'Alexandre en Extrême-Orient, enfin des traces artistiques et architecturales qu'Alexandre a laissées en Asie centrale, en Afghanistan, dont il est un des meilleurs spécialistes.